commence avec vous, Christian Ball. Vous êtes le président d'un groupe de travail au sein du pôle de compétitivité systématique qui a été déjà représenté à l'instant par Jean-Luc Bella. Vous êtes président de ce groupe de travail qui s'occupe de l'usine du futur. Donc c'est intéressant de voir que, en fait, peut-être pour d'autres gens qui ne le pensaient pas, l'usine a un futur. Et bien entendu, vous allez nous parler de cette usine 4.0. Oui, tout à fait. Ça marche, oui. Donc oui, le groupe thématique usine du futur est un des groupes thématiques, je dirais, structurels du pôle systématique. Bon, ça prouve que cette thématique intéresse le pôle, et ça prouve que comme le pôle est un pôle numérique, le numérique a un rôle à jouer. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais prendre mon petit boîtier. Sur l'usine du futur, alors la première question, c'est est-ce qu'elle existe? Alors oui, elle existe. Elle existe, puis elle va encore plus exister. Mais voilà ce qu'elle va être. Alors c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de qualificatifs. J'ai le retour. Donc il y a beaucoup de qualificatifs. Voilà, ça va mieux là. Donc beaucoup de qualificatifs, puis il y en aura peut-être d'autres. Alors l'usine du futur, il faudra qu'elle soit un jour tout ça. Bon, je dirais la caractéristique ultime, c'est qu'elle est compétitive. Ça, c'est évident. Mais pour être compétitive, il va falloir qu'elle respecte tous ces qualificatifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les usines commencent à respecter ces qualificatifs. Ça se fait par petits bouts, ça se fait pas à pas. Mais il y a une grande difficulté, c'est que ça correspond en général à des métiers qui sont séparés dans l'usine. On trouve ce qu'on appelle des silos. C'est-à-dire qu'on trouve le métier, l'énergie, le métier des télécoms, on trouve l'architecte de l'usine, on trouve la programmation de l'usine. Donc tout ça, c'est des grands départements de l'usine. Et puis c'est le malheureux directeur d'usine qui doit synchroniser tout ça. Le numérique va mettre un peu va chambouler tout ça. D'abord, ça va aider chaque métier à être plus opérationnel, à mieux maîtriser sa problématique, mais surtout, ça va les coordonner assez naturellement en échangeant les données. Et donc l'optimisation ne se fera pas par métier, parce que chacun peut dire moi je suis optimisé, puis les autres, tant pis pour eux. Non, c'est l'usine qui doit être optimisée, parce qu'elle doit être compétitive. Donc c'est une optimisation globale. Et le numérique, parce que la question se posait à quoi sert le numérique, ça va servir à cette optimisation globale en prenant en compte tous les éléments, et pas en privilégiant en un plutôt que l'autre, le lundi, le mardi, ainsi de suite, en été, en hiver. Non, tous les éléments. Bon. Puis il y en aura peut-être d'autres. Bon, là, je ne vais pas trop vous assommer avec des qualificatifs, mais ce sera ça. Ça vous donne quand même un peu les qualificatifs et les challenges auxquels doit répondre une usine. On trouve bien sûr la sobriété, c'est les économies d'énergie, propreté, ça c'est clair, c'est le clean. Alors attractif, j'y viendrai. Distribué, l'usine elle n'est pas toute seule aussi, elle est en réseau, elle-même peut être en réseau avec d'autres usines et surtout avec les bureaux d'études, ce qui n'est pas encore forcément bien fait aujourd'hui. Bon, flexible, adaptable, oui, c'est que de plus en plus le produit devient complexe, variable, et rapidement variable. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter au client et on doit s'adapter rapidement au client. Et ça peut changer. Le client peut changer, le marché peut changer. Donc là aussi, ça demande forcément flexibilité et adaptabilité. Bon, deux qualificatifs particuliers. Bon, on réhabilite l'humain, ça c'est clair, on le dit de plus en plus. On remet l'humain au centre de l'usine. Alors il y a le produit, bien sûr. Le principal, c'est le produit qui est au centre de l'usine parce qu'elle est faite pour ça. Mais on remet l'humain, c'est-à-dire que, bien sûr, l'humain était un peu laissé pour compte. C'est un peu la variable d'ajustement. Il y a des intérimaires, par exemple. Donc on réhabilite l'humain, et en plus, il y a quand même des problèmes, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui fait que les travaux ne sont pas toujours très faciles à réaliser. Bon, ça se traduit par des maladies professionnelles. Bon, là aussi, le numérique, par la technologie, peut aider à traiter ces problèmes-là. Bon, puis un dernier point, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, ça a été dit un petit peu, les jeunes, ils n'ont pas envie d'aller travailler à l'usine. C'est clair. Faut l'admettre, il faut le savoir. Faut qu'on fasse en sorte qu'ils aient envie d'aller à l'usine aussi. Et le numérique, je vais le montrer par quelques exemples un peu caricaturaux, on peut attirer les jeunes dans ces nouveaux métiers. Bon, alors pour donner un petit coup de blues, c'est pourquoi on parle d'usine du futur. Parce qu'on a un problème de désindustrialisation globale dans les pays occidentaux. La courbe, c'est la décroissance des emplois industriels, des emplois manufacturiers. Bon, tout le monde est touché, c'est pas spécifique à la France, donc il ne faut pas se lamenter. Tout le monde est dans le même bateau.
La décroissance était à peu près parallèle, sauf qu'on ne partait pas des mêmes points d'origine. Mais on voit les décroissances parallèles. On voit une inflexion là, récente, hein, entre autres en Allemagne, entre autres aux États-Unis, bon, puis pas encore en France, mais ça c'est en train de venir. C'est clair, c'est un état de fait, il faut le constater. Bon, maintenant, c'est comme d'autres sujets, il faut inverser la courbe. Bon, c'est clair, et pour inverser la courbe, hein, c'est rendre les usines compétitives, on ne peut pas jouer sur ce que j'indique, on ne peut pas jouer sur la variable d'ajustement que sont soit les salaires, soit les coûts de matières premières. En France, c'est impossible. On est dans la marge par rapport à ce qui est attendu. C'est clair, la seule solution, c'est l'innovation. L'innovation, c'est pour réduire les coûts fixes, donc c'est pour réduire les coûts d'installation et les coûts d'usage. Donc c'est clair, la solution pour s'en sortir, c'est l'innovation. Et l'innovation, ça a été dit, c'est le numérique. Entre autres, pas que ça, mais c'est le numérique. Alors, dans le pôle systématique, là, on a défini, pour aider justement, on pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, donc on a défini 4 axes prioritaires d'innovation, alors qui s'attaquent à différentes couches dans l'usine. C'est clair, on met l'usine au centre, hein, des préoccupations. Ce groupe thématique met l'usine au centre. Même pas le produit, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la CAO, sur des choses comme ça. Là, on met l'usine au centre. L'usine devient le sujet. Hein. Donc, on a identifié 4 axes prioritaires. Alors après, c'est décliné en sous-axes, mais c'est pour justement donner un peu, indiquer là où il faut faire un effort particulier d'innovation. Et ces 4 axes sont touchés par le numérique. Hein. C'est pas que du hardware, c'est pas que de la technologie basique, c'est du numérique, entre autres, pas que ça. Bon, là, je les liste. Les procédés de fabrication avancés, donc c'est clair. On parle beaucoup d'impression additive là, ou 3D printing. Ça en fait partie, mais c'est aussi des autres procédés parce que on adresse des nouveaux matériaux, on assemble des matériaux diversifiés. Aujourd'hui, assembler de l'aluminium et du plastique, c'est pas simple. Et pourtant, il y en a besoin. Bon. Il y a des choses à faire. Bon. Emboutir de l'aluminium, c'est pas comme emboutir de l'acier. Là aussi, il y a des choses à faire. Et puis, il y aura peut-être d'autres sujets. Donc, c'est clair, c'est que le numérique doit servir à numériser. Le sujet qu'on veut développer, c'est numériser les procédés, les nouveaux, pas les anciens, hein, les nouveaux, liés aux matériaux, donc la connaissance des matériaux, mais liés aussi à la connaissance qu'on peut en tirer sur le procédé lui-même. C'est-à-dire quelles données on peut générer et comment on peut interagir avec le produit qui va être fabriqué. Donc là aussi, il faut être capable d'échanger des données qui viennent plutôt d'un bureau d'études avec des données qui viennent plutôt d'un fabricant de machines. Bon, ça, c'est pas encore fait, il faudra le faire. Deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a ces machines, il faut être capable de s'installer dans une usine, de créer des architectures en réseau, d'optimiser ces architectures, combien de machines, comment on les relie, où est-ce qu'on les installe. Donc là aussi, là on est presque dans l'informatique embarquée, c'est presque équivalent, c'est des objets en réseau. Bon, donc il faut les traiter comme tels et il faut les architecturer. Le troisième axe, là, c'est l'usine dans son intégralité. Comment je fais pour optimiser une usine? Maintenant, je remonte d'un cran. J'ai des machines, j'ai des fluides, j'ai des matières qui rentrent, j'ai des produits qui sortent, j'ai des gens qui travaillent. Comment je fais pour optimiser tout ça? Donc là aussi, à un autre niveau. Et puis, le dernier point, c'est le manufacturing centré sur l'humain. C'est l'interaction. Je parle bien d'interaction, pas d'interface. Hein. L'interaction entre un opérateur et une machine. Eh ben, faut la traiter. Je vous montrerai quelques exemples là, pour illustrer un peu la problématique. Il faut la traiter parce que on va automatiser de plus en plus. Et la philosophie, contrairement à l'Allemagne, c'est pas de remplacer le bonhomme par un robot, c'est de faire cohabiter les deux pour que le robot fasse les tâches pénibles et le bonhomme fasse les tâches intelligentes, et pas l'inverse. Hein, donc là aussi, il faut réfléchir à vraiment l'interaction. Bon, quelques exemples de techno. Là, je balaye les technos pour vous montrer un peu, pour illustrer un peu nos propos et à quel niveau ça se passe. Donc là c'est ce qu'on appelle la robotique collaborative, c'est-à-dire qu'il y a un robot, il y a un humain, comment ça vit ensemble. Donc on voit différents niveaux de coopération. Le plus à gauche, c'est il y a un robot qui fait une tâche, l'humain en fait une autre, ils sont côte à côte. Alors même ça, c'est presque encore une vue de l'esprit aujourd'hui. Il faut savoir que dans les usines, les robots, on les met dans des cages. Hein, c'est comme aux zoo. Alors pourquoi? C'est pour assurer la sûreté de fonctionnement. C'est pour assurer qu'il n'y a pas de mode dégradé qui fait que l'humain prend des risques à travailler à côté d'un robot. Donc la première, c'est ce qui se dit dans le milieu, la première évolution, c'est sortir les robots des cages. Donc c'est ce qui est marqué à gauche, là, c'est qu'il n'y a plus de limite physique entre le robot et l'homme. Par contre, il faut apprendre à coopérer. C'est que fait chacun et comment ça se passe entre les deux, là. Bon. Déjà, ça pose un problème de sûreté de fonctionnement, mais aussi d'acceptabilité. Comment va réagir l'opérateur vis-à-vis du robot? C'est pas évident. Hein. Ça fait quand même une grosse machine qui s'approche.
La plus à droite, là, c'est le robot accompagne l'homme dans ses gestes, c'est-à-dire que c'est l'homme qui fait les gestes, le robot l'accompagne, c'est-à-dire qu'il l'aide dans ses efforts. Hein, c'est un outil un peu lourd à porter, il l'aide, l'opérateur le guide. Alors, bon, ça c'est plus ou moins mature. La troisième, qui n'est pas encore mature du tout, c'est ce qu'on appelle la cobotique, c'est-à-dire que vraiment le robot est sur le bonhomme. Là, il l'accompagne dans tous ses gestes. Hein, on voit, c'est équipé. Bon, on n'est pas encore là, c'est pas mature, mais on y tend pour certaines tâches très pénibles. Il ne faut pas faire d'illusion, on y va. Hein. Donc c'est pour vous dire que les technologies, elles existent, elles vont maturer, il y en a d'autres qui vont arriver. Le tout, c'est de savoir comment bien s'en servir. Hein. On se pose la première question déjà sur la plus à gauche, comment on fait là, c'est quelle opération on équipe comme ça, et puis comment on gère l'interaction entre le robot et l'humain. Deuxième sujet, la réalité augmentée. Alors je vous montre quelques technos parce que ça peut être très, très fatigant, très exhaustif, là je limite. Alors là, la réalité augmentée, c'est superposer une scène réelle et une scène virtuelle. On superpose et l'opérateur il voit les deux à la fois. Alors à gauche, c'est plutôt à des vues de maintenance, c'est-à-dire que j'ai un objet qui a été fabriqué, sur l'écran j'ai l'objet tel qu'il aurait dû être et je compare les deux. Et même le système peut identifier les écarts. Et après, l'opérateur peut intervenir. Hein. Bon. La ligne du milieu, c'est j'avais une installation qui était faite pour un produit, je change de produit, il faut changer d'installation. Que vient mon installation alors que je n'ai pas encore le produit qui arrive dans l'usine? C'est-à-dire que c'est préparer l'usine à une évolution du produit avant qu'il arrive. Donc, est-ce qu'il faut casser les murs? Est-ce qu'il faut refaire les piliers, déplacer les planchers? Et puis en termes de marge de manœuvre pour l'opérateur, qu'est-ce que ça veut dire? La troisième, la plus à droite, qui est vraiment le plus poussé à fond, c'est j'imagine l'usine dans son environnement. Je vais jusque-là, je vais faire une usine quelque part, et grâce à la réalité augmentée, je l'imagine dans son environnement. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans cet environnement? Alors que l'environnement, bien sûr, il existe. Qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle sera faite? Ça, c'est les problèmes d'urbanisme, d'interaction avec les infrastructures, et bien sûr de design, d'esthétique et ainsi de suite. Donc voilà la réalité augmentée où ça peut intervenir. Le point le plus, le plus fastidieux, et peut-être là où on verra plus le numérique, c'est, je disais, dans les axes de l'innovation, il y a le quatrième qui est « je supervise l'usine ». Bon, aujourd'hui, pour superviser un procédé, et encore c'est moderne, il y a une boîte à boutons à gauche, là, une boîte à boutons avec un écran. C'est très moderne, hein. Des fois c'est une boîte à boutons avec quelques voyants. Bon, et puis l'opérateur, il essaie de manipuler. Si on fait rentrer le numérique, à droite, ça sera le contrôle. Ça sera le contrôle du processus, c'est-à-dire que c'est la tablette. La tablette va contrôler le processus. Il y aura tous les éléments sur une tablette pour interagir avec le processus. Alors, soit pour avoir des remontées d'informations, les traiter, soit pour agir, pour lancer des commandes. Donc on sent bien que ça, c'est un peu plus attrayant que la boîte à boutons. Et on sent bien que ça vient avec le numérique. C'est indissociable du numérique. Et c'est vers ça qu'on va tendre et qu'on doit viser. Bon, dernier point, compétences, formation. Alors là, par analogie, j'ai pris un poste de conduite d'une locomotive. Alors on voit l'évolution des postes de conduite en fonction du temps. Bon, on arrive au TGV. Mais à la fin, le conducteur, il est formé avant d'aller sur la machine. Il est formé, pourquoi? Parce que les outils numériques permettent de voir ce poste de conduite. Alors, ça sera par analogie avec l'usine, le poste de travail, de voir le poste de travail avant qu'il existe. Et de se former, justement, sur ce poste de travail avant qu'il existe. Et avec un peu de chance, il va retrouver ce qu'il voit sur le poste de travail, il va le trouver dans les mêmes conditions, avec le même look sur le poste de travail, parce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée étant rentrée dans le poste de travail, il va retrouver les mêmes outils. Donc c'est-à-dire que l'outil peut servir aussi bien à piloter un processus qu'à former l'opérateur. Donc ça c'est la puissance du numérique. Hein. Donc ça c'est l'étape ultime, mais c'est bien l'intérêt du numérique. Bon, au passage, ça sert aussi à former pour les nouveaux métiers, parce que tout ça, ça a été dit, il y aura des nouveaux métiers. On voit bien où les métiers actuels vont totalement revus et corrigés, y compris le management. On parlait de réseaux sociaux, on parle de réseaux sociaux dans l'usine. Aujourd'hui, les usines sont tellement hiérarchisées, tellement compartimentées, que les départements ou les équipes ne se causent pas entre elles. C'est clair qu'alors qu'il y a besoin d'apprentissage, il se passe tellement de choses dans une usine, on demande tellement de choses en performance qu'il faut échanger l'information. L'innovation ouverte, pardon, je vous interromps, mais j'ai une question qui arrive. Là, est-ce que l'usine s'ouvre, enfin, je pense que vous l'induisez un petit peu, mais est-ce que l'usine s'ouvre à l'open innovation aujourd'hui?
Alors, non, pas aujourd'hui, parce que, comment dire, l'open innovation, c'est pas l'usine qui innove, l'usine va utiliser les innovations. Ceux qui vont innover, ce sont les bureaux d'études qui conçoivent les usines, et c'est là où il faut qu'ils se mettent dans un système, comme ça se fait pour le produit. Le produit, enfin, le développement du produit est ouvert à l'open innovation, entre autres, on voit bien dans le pôle systématique, on est très axé au développement du produit. Le développement de l'usine a été un peu délaissé, je dirais, historiquement, structurellement. D'abord parce que les usines en demandaient beaucoup de choses, hein, de s'installer vite, entre autres, de fermer le moins possible quand il fallait changer le produit, de former rapidement les gens, de monter vite en cadence, et je dirais, l'innovation même passer à la trappe. Donc c'est clair que ce qui se passe dans l'usine va suivre ce qui s'est passé dans le produit, que ce soit dans l'embarqué ou pour des nouveaux produits. Donc l'open innovation va rentrer, hein, c'est clair, avec les mêmes acteurs. De toute façon, c'est clair, on va retrouver les mêmes acteurs. Hein. Bon, un exemple d'innovation, là, rapidement. Bon, c'est un projet là, qui est en train de, enfin, qui émerge là, du groupe thématique. En fait, donc le sujet, c'est le picking et kitting. Ça consiste à prélever des pièces dans des conditionnements, des pièces variées, dans des conditionnements différents, pour préparer un kit de montage. Donc, c'est rassembler les pièces qui vont être montées au même poste. Donc, il faut prélever et rassembler, tout en respectant bien sûr l'intégrité des pièces. Et pour faire ça, on utilise une technologie qui est un robot, lui qui fait l'inverse aujourd'hui, qui trie. Il trie les déchets, il prend les déchets, il jette. Bon. Donc on est en train d'enrichir tout le logiciel et les capacités du robot pour faire l'inverse. Prendre des pièces différentes, alors ça pose des problèmes de reconnaissance de forme et de préhension, et les mettre dans un emballage différent pour être prêt à monter. Donc c'est un exemple hein, d'innovation qui est en train d'être porté par le groupe thématique. Et bien sûr, ça impose de mettre ensemble, là, de faire travailler ensemble d'abord la PME là, qui développe ce robot et son logiciel, les industriels qui ont ce besoin, là, donc qui expriment leurs besoins avec leurs contraintes, hein, le nombre de pièces, la variété des formes, les cadences. Et puis, comme il faut développer le logiciel, il y a des académiques aussi qui aident à tout ce qui est traitement, reconnaissance de forme, traitement de l'image, et ainsi de suite. Bon, conclusion de la technologie, ça c'est clair, il en faut. De l'usage, parce que même si la technologie existe, les usages peuvent être très différents. Donc c'est ça qui va faire, je dirais, la différence entre clients. Hein, les usages peuvent être différents. La conséquence, c'est des compétences, des nouveaux métiers et de la formation, ça a été dit. L'avantage de traiter l'innovation, c'est que quand on prépare le produit final en amont et en coopération aussi bien avec des PME, des grands groupes et des académiques, c'est qu'on sait à l'avance quel type de compétences il va falloir développer. Et c'est là qu'il faut préparer les formations. Il ne faut pas attendre que le produit soit sur le marché pour dire bah mince alors, je n'ai pas prévu. Rien n'est fait. Alors cette chance, quand on fait une innovation, on est 3-4 ans avant la sortie sur le marché, et ben on peut préparer. Et c'est ce que fait entre autres le pôle systématique. Et bien sûr, ça va perturber fortement le management et l'organisation, c'est-à-dire qu'on va plus parler de relations transversales que verticales, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup.